Dac. Et ben du coup, je propose qu'on passe à la partie The Interview, si vous le voulez bien. Je sais pas. Il n'y a pas le choix, j'ai envoyé le titre. Alors du coup, je résume. Donc on a Jean-Jacques Dovis qui est notre invité du jour. Il est réalisateur d'Eden, qui est une série diffusée sur Internet pour laquelle il y a une Ouais. saison 2. T'es aussi président donc, de l'association Minofilm, c'est bien ça? Ouais. Voilà, donc Minofilm. Donc, vu le nom, vous faites des films avec des enfants, Ouais, c'est ça. Ouais. essentiellement. Mm. Et voilà. Et donc du coup, tu as la quarantaine bien passée. La bien passée, tu m'as pas dit ton chiffre, ton nombre d'années exact. Donc du coup, je propose que tu ne répondes pas. Je propose que le chat nous dise quel est ton âge réel. Je lance ce défi au chat. Bon, c'est bien, moi je suis dans 40, j'aurais pas Ah du ben c'est 60. entre 40 et 50. Il n'y a Ouais. pas. Non, je suis à 46, 45, plus. Ils Ouais. sont gentils. Ils sont gentils, ils sont sympas pour le moment. Ouais. Qui dit mieux? 48, mais une coupoule. Parfait. Une coupoule. 48. 48. Ouais. 48. Putain, je te jure. Mais ça conserve, tu vois. Quand les gamins, ça conserve. 37. Non, non, pas 30 ans, gentil. Super. Ouais. Dans la tête, je dois être encore à 12, mais bon. Ouais, avec des gars. 28. Ouais. Si, oui, Non mais 28 c'est l'âge mental, ça Ouais, rajeunit ouais, comme tu enfin, disais, travailler avec des enfants. ouais. Alors, j'imagine que du coup tu Ouais. dois être quelque part comme un peu un grand gamin qui fait découvrir ses jouets à des enfants plus petits que lui. Ouais, on peut dire ça. Euh, je sais pas si vraiment c'est ouais, c'est ça. Après, tu vois, c'est un peu le piège aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va être qu'on va s'intéresser à nous, c'est souvent uniquement sur le fait que ça soit fait avec des gamins. Oui. Et c'est bien, tu vois, c'est ce qui fait notre particularité, mais c'est aussi ce qui nous coince parce que dès qu'on essaye de montrer autre chose qu'on tourne un film avec des gamins, les gens se barrent. Moi, je suis sûr que tu vois, Eden, on s'est tourné avec des mômes, les gens ne regardent même pas parce que c'est fait avec des gamins. Hmm. Et donc, tu vois, c'est une force et en même temps, c'est aussi, c'est aussi le point faible du truc. C'est que voilà, c'est difficile de parler cinéma. On va surtout me demander, tu fais comment avec les gamins, Ouais. comment ça se passe le tournage, mais c'est normal, tu vois. Et alors que j'espère qu'il y a plus que ça dans la série. Quoi. Et c'est pas Mhm. du film, c'est pas du film pédagogique. Minofilm, tu vois, c'est pas une assoce qui s'est montée pour faire découvrir le cinéma à des mômes qui savaient pas quoi faire pendant les vacances ou qui avaient envie. En fait, l'association, elle s'est créée pour qu'on ait un statut juridique, ne Mhm. serait-ce que pour faire les campagnes de crowdfunding. Oui, Tu vois, c'est pas une assoce ça on va en parler. d'éducation populaire, quoi. D'accord. Et du coup, t'as abordé Eden. Est-ce que tu peux nous pitcher le scénario de la série? Bon, ouais, je vais surtout suivre la saison 1 parce que la saison 2, pitcher le scénario sans connaître la saison 1, il a peu d'intérêt. En fait, c'est J'ai pas vu la saison 2, donc pas de spoil. Hein. D'accord, bien. Bon, ben, Ouais, ça c'est la grande question. Est-ce qu'un réalisateur a le droit de spoiler son œuvre? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Jacques? je pense qu'il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est lui le boss. T'avais qu'à faire tes devoirs, putain. Voilà, non, non, mais je ne vais pas spoiler. Je ne spoilerai pas la saison 2. On vient à peine de la mettre en ligne. Donc, on va essayer quand même de ne pas gâcher. Divulgacher, c'est ce qu'on dit maintenant. On dit, Gâché, oui, c'est Ouais. on vrai. dit à l'école, moi, ils m'ont dit, on dit plus spoiler, on dit divulgacher. Non, c'est. Le, le scénario, il est assez bateau. Il ressemble. Enfin, on est pas mal dans l'esprit, tu vois, Divergente, Labyrinthe, Les 100. C'est des mondes qui se retrouvent isolés un peu du monde et à cause d'une pandémie. Alors, on est en plein dedans en ce moment. Et, euh, et on leur a dit, restez là, sortez pas, parce qu'à l'extérieur, c'est dangereux. Et bah là, je vais la spoiler, la saison 1, parce que voilà. Et en fait, y en a une qui va sortir et qui se fait condamner à un effacement de mémoire parce qu'elle est sortie. C'est un outil qu'ils auraient trouvé sur le site pour éviter qu'ils soient traumatisés de ce qu'ils avaient vécu avant.
Et en fait, elle va découvrir qu'on leur efface la mémoire tous les soirs et qu'en fait, on les élève juste pour en faire des médicaments. Enfin voilà, pour faire grosso modo la saison 1. Donc ouais, on essaie de faire un scénario, tu vois, qui un peu ouais, style série, quoi, où l'histoire elle se met en place petit à petit avec des cliffhangers, des twists, des trucs comme ça, et puis avec un petit discours un peu ouais sur notre sur on va dire notre façon de vivre dans nos pays riches et de réagir enfin, de se fermer à tous les autres dès qu'on se sent en péril. Exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que moi, j'avais imaginé plein de documents, tu vois, qui incitaient les gens à se protéger dans la ville et tout. Je te dis, j'ai l'impression de voir les mêmes en ce moment. C'est assez flippant, même. Voilà. Donc, c'est du dystopique. Hein. Voilà, c'est du dystopique inspiré de la littérature young adulte. Ouais, c'est ça que j'allais poser comme question. Alors, il y a Vilper qui me dit Les 100, génial cette série. Donc je pense que voilà, la série lui fait penser à ça. Et moi j'avais une question là-dessus, effectivement, mais du coup tu as un petit peu répondu. Dès que j'ai regardé, j'ai pensé à Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, etc. Ouais. Ce type de choses. Je sais pas si ça a servi d'inspiration ou. Ouais, pas mal. Bon, l'essence, on est beaucoup inspiré au niveau des costumes. Je trouvais que pour une série, ils avaient vraiment ressorti un peu les costumes un peu à la Mad Max. Et moi, ça m'a, tu vois, ça m'évoque quelque chose, Mad Max. Hein. Pour moi, c'est un peu l'époque. Donc ça, c'était plus au niveau des costumes. Pour l'essence, c'était plus les costumes. Dans le scénario, il y a du labyrinthe, il y a du divergente, et puis aussi des films qui n'ont pas été, enfin des bouquins qui n'ont pas été adaptés en film. Notamment la déclaration, je ne sais plus qui avait écrit ça, qui est un bouquin sur des jeunes qui doivent. Le principe, c'est si tu veux devenir éternel, tu n'as pas le droit d'avoir d'enfants. Et il y a des enfants qui naissent malgré tout. Et du coup, c'est des rebuts de la société. Et puis, ils doivent se mettre au service de ceux qui ont, de ceux qui ont le droit de vivre. Quoi. Ça m'avait pas mal inspiré sur le personnage de Nora. Ça s'appelle La Déclaration. C'est un bouquin anglais. Et là, j'ai pas l'auteur en tête. Ok. Du coup, je propose qu'on regarde la bande-annonce d'Eden saison 2. Donc pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, désolé, vous allez la revoir parce que ça faisait partie de nos coups de cœur d'il y a 2 semaines. Elle était bien, on peut la revoir quand même. on a l'aval du réel, c'est bon. Ouais. C'est parti. Alors ? On a cherché partout. Elle est introuvable. Ça recommence. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle nous a trahis. Encore une fois. Kalia, t'aurais pas vu Lou ce matin? Non, pourquoi? On l'a cherchée dans tous les dortoirs, elle est introuvable. Tu veux dire qu'elle a disparu? On lui a dit qu'il fallait qu'elle se taise pour ne pas mettre son ami en danger. Mensonge. On a ma classe, les trois. Oui, mensonge. En plus dans un océan. Je n'en suis pas fière, tu sais. Mais ici, tout le monde ment. Oui, ça fait longtemps. Nora est aux arrêts. Si vous intervenez, ils la tueront. Alors la muette, on est sorti? Je t'ai causé la muette. C'est bien la muette, ça c'est bon. Le Grand Conseil vous souhaite la bienvenue. Je suis Nora. Voici Alice et Anna. Et voilà, du coup on arrive sur la fin de la bande-annonce. Ouais. Alors j'ai
J'ai Lounelf qui dit c'est J'adore écrit ce par bruit. Guéma Mallet, la déclaration. C'est la c'est déclaration ça, ouais. Histoire d'Anna. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, il y a l'affichage des logos. Voilà, nous revoilà. Alors, du coup, bon, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui peut-être n'ont pas vu ni la saison 1 ni la saison 2, mais bon, ça va pas nous empêcher d'en parler. J'ai mis le lien tout à l'heure pour diriger vers la saison 1. Très bien. Lounelf, Ne c'est partez le pas badge tout de de la suite, continuez série. à regarder l'émission quand même avant d'aller regarder la série. Ouais. Du coup, Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse du projet, comment c'est né? Ben, comment c'est né? Ouais, on avait fait pas mal de courts-métrages. Et j'avais envie de me frotter un peu au format série. Voilà, c'était un truc. Disons que sur les courts-métrages, on a fait un peu des conventions. Et après, on a découvert un peu l'univers web-série. Bon, alors maintenant, c'est vrai que c'est parti un peu enfin, il y en a de moins en moins. Mais bon, quand moi j'ai commencé à l'écrire, tu vois, j'avais en tête des séries comme Ulysse ou même Le Visiteur du Futur, tu vois. Je me dis, ouais, il y a quand même quelque chose de sympa sur le net à faire dans ce type d'écriture en épisodes courts et tout. Et après, ouais, c'était aussi le dystopique, c'était quelque chose que je voulais un peu aborder. Ça se prêtait bien à l'âge des mômes à l'époque. Et ouais, enfin, voilà, c'est écrit, puis après, tu sais. Et ouais, c'est long après, hein, tu vois, moi j'ai mis. Attends, ça passe. C'est toujours en. C'est bon là? Ouais, Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Parce que ouais, il y a un décalage sur la vidéo. Et, Oui, c'est normal, oui, c'est oui, normal. du Il coup, y a j'ai- 5-6 secondes de décalage sur Twitch. c'est assez troublant. Et ben, l'écriture, ouais, ça a été. J'ai passé l'été. J'ai dû faire. Alors attends, on tourne en 2016. J'ai dû l'écrire pendant l'été de 2015. Et après, dès la rentrée 2015, je commençais à en parler aux gamins de la sauce et puis ceux que j'avais en tête pour jouer le truc. On met pratiquement sur 2 ans pour la série. C'est-à-dire, on fait jusqu'aux vacances de Pâques en écriture et on répète, enfin en lecture. Tu vois, les gamins, j'aime bien qu'ils l'aient lu plusieurs fois pour qu'on voit si les mots ils ont du sens dans leur bouche. Des fois, tu écris une réplique et ça, avec les enfants, c'est pas des pros, tu peux pas leur demander de jouer un personnage trop différent de ce qu'ils sont. Il y en a qui commencent à pouvoir le faire maintenant, tu vois, parce qu'ils commencent à avoir un petit peu de bouteille, mais ceux qui viennent jouer pour la première fois, j'essaye de faire des rôles qui leur ressemblent. Alors quand je les ai eus en classe ou quand je les connais bien, c'est facile. Et quand ils viennent un peu de l'extérieur, c'est plus compliqué. Donc ouais, on prépare pendant bien 10 mois. Après, il y a tout ce qui est construction des costumes, crowdfunding, tout ça. Et après, je le tourne par contre tout d'un bloc. C'est des ados, tu peux pas tourner ça sur un an, hein, sinon ils changent et tout. Et donc du coup, je bloque les 15 jours. J'avais bloqué 15 jours de vacances de Toussaint, ça devait être en 2016, et 15 jours en juillet. Et après, il y a pratiquement encore 10 mois de boulot de montage, faire les musiques, les trucages et tout. Le mixage, sachant que j'ai quand même un boulot à côté. Voilà un peu pour. Mais déjà, au moins, tu as la bonne technique. Tu fais des tournages sur des périodes courtes. C'est vrai que ceux qui débutent et qui n'ont pas l'habitude, on en parlait, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ça devait être la semaine d'avant encore avec Kevin. Avec Kevin, ouais. C'est vrai que quand on se lance dans la série comme ça et qu'on commence à vouloir faire épisode par épisode et qu'on étale sur plusieurs mois, les tournages, ça devient très vite compliqué pour maintenir tout le monde dans le. Mais ça, c'est aussi l'avantage de tourner avec des mômes. Parce que les mômes, malgré tout, tout là avec des enfants, tu leur dis, pendant les vacances, tu sais qu'ils sont libres. Si les parents sont prêts à faire un peu
les navettes et tout, parce on les sollicite pas mal, hein, les parents dans l'histoire. Ouais. Ils peuvent être là, ils seront là tout le temps, ils suivront le plan de tournage, et tu peux vraiment caler le truc. Chaque fois on a quand même quelques adultes qui jouent dans la série. Chaque fois avec les adultes, ça a été compliqué parce que pour réunir 3 ou 4 personnes qui ont des boulots à côté et tout, c'est super compliqué. Oui. Voilà, donc c'est l'avantage qu'on a avec les gamins. Les gamins, a priori, ils n'ont rien à faire. Il y en a qui trouvent toujours quelque chose à faire. Ouais, non, mais bon, une fois qu'ils sont engagés, puis tu sais, je leur fais signer un truc, comme quoi ils s'engagent à le faire et tout. Ils sont contents, tu vois. Il y a quand même on va dire un espèce de contrat tacite, tu vois. Même si c'est pas un contrat rémunéré, ils participent à l'expérience. On va s'occuper d'eux et tout. Donc de leur côté, ils ne font pas, sauf s'ils sont malades ou des trucs comme ça, ils font tout pour être là. Voilà. C'est un espèce de contrat tacite que je fais avec eux. Ouais. Même si on s'aperçoit que c'est pas extraordinaire au niveau du jeu, à partir du moment où moi je me suis engagé à les prendre dans l'aventure, je vais pas leur dire non, écoute, ça va pas, on va prendre quelqu'un d'autre, ça c'est pas possible. Tu vois, il y a quand même un contrat. Oui. Ouais. Ok. Je sais pas, tu avais des questions, Maxime? Vas-y, je t'en prie. J'avais une question du coup sur le crowdfunding, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé dans nos émissions, mais comment ça s'est passé le crowdfunding? Ça a été compliqué combien il y avait eu de demandes en fait au niveau du budget et comment ça s'est passé? On va dire que c'est toujours, enfin, je pense que tout le monde est confronté au même problème, c'est-à-dire il faut passer les premiers cercles. Et on a, que ce soit pour la saison 1 ou pour la saison 2, on a passé un tout petit peu les premiers cercles, mais pas grand-chose. L'essentiel de l'argent qui a été collecté, c'est des gens qui ont un lien avec les participants. On a dû avoir quelques centaines d'euros qui venaient vraiment de personnes extérieures. C'est super, super compliqué. À moins d'avoir, tu vois, un sujet qui est porteur, tu vois, sur un Star Wars fan ou des choses comme ça, ou qui sont attachés à un jeu vidéo. Nous, c'est vrai que c'est resté vraiment dans les connaissances. Le premier, on l'avait fait sur Ulule. Le deuxième, je voulais essayer Cocorico, c'était une plateforme locale sur Rhône-Alpes, mais bon, ils nous ont pas tellement aidés sur la publicité. Même Ulule, tu vois, ils étaient plus efficaces. Là, pourtant, ils n'avaient pas beaucoup de projets sur la plateforme. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup partagé. On est resté dans le cercle des gens qui avaient des liens avec le film. En même temps, on ne demandait pas énormément pour ce qu'on a fait. Et voilà, ça a fait. Hein. On a payé les costumes. Grosso modo, c'était pour payer les costumes. Parce que du coup, vous avez fait 2 crowdfunding, un pour la saison 1 et un pour la saison 2. Alors, celui de la saison 2, j'y ai participé, donc je suis au courant. Et celui pour la saison 1, je ne savais pas. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des montants collectés et de pourquoi vous avez ça? Alors, tu as dit les costumes, mais il y a sûrement d'autres choses pour lesquelles... Ça va vite, hein, parce que la saison 1, on avait dû récupérer 1 000 € à tout casser. Et pour la saison 2, on a récupéré 2 300 €. Tu vois, c'est ridicule. Hein. On a acheté les costumes, les consommables, parce que bon, après le matériel, on loue pas. Après, on a quand même la chance d'avoir des personnes privées qui nous prêtent le tournage. L'endroit où on tourne. Bon, ils tiennent pas à ce qu'on révèle le nom de l'endroit où on tourne parce qu'ils n'ont pas envie que des promeneurs qui viennent autour et tout, mais ils nous ont hébergés pendant 10 jours chez eux. On a laissé le matériel, on faisait des pique-niques, on avait accès à l'eau, aux toilettes, tout ça. Donc tout ça, c'est des frais qu'on n'a pas eu. Après, voilà, on va payer un peu les goûters aux gamins, des choses comme ça, mais ça reste, on va dire, autoproduit et fait en bricolant, quoi. Ouais. Vous espérez... Le lieu de tournage... Là, c'est la... Ouais, dis-moi. Ouais.
Non, j'allais dire que la grande règle sur les tournages, pour ceux qui en auraient pas encore fait, c'est de payer à manger aux acteurs et aux gens qui sont là. Ah, ça, c'est le minimum syndical, ça. C'est la base. Voilà, c'est ça. Bon, avec les gamins, tu sais, les parents, ils font des pique-niques et ils sont contents de manger, les enfants. Là, on a fait des trucs sympas, il y a une bonne ambiance, mais voilà, ça reste une production amateur. Et je te dis, on a la chance avec Eden d'avoir ce lieu de tournage qui est fantastique parce que finalement, où que tu poses ta caméra, ce sera raccord. Tu vois, c'est un fort Serrières, il y en a à côté de Paris, il y en a pas mal dans la région. Il y a pas mal de films qui sont tournés dans ce type d'endroit. Ils sont montés, c'est tous les mêmes. Oui, non, mais ça c'est clair, c'est clair. Dans Glorious Bastard, là, ils tournent exactement. Maintenant, je les repère. Je dis, ah tiens, ça c'est un Fort Serrières, je connais. C'est la même architecture partout. Tu peux commencer un plan en Savoie, le plan tu le termines à côté de Paris, c'est raccord. C'est industriel. Tu vois. Mais c'est vrai que du coup, ça donne un cachet au truc qui est incroyable. Quoi. Oui, et puis c'est souvent des lieux qui sont pas très visités et pas très fréquentés habituellement, donc on est plutôt tranquille pour tourner. Oui, il n'y a pas de bruit, t'es en hauteur. C'est royal. Puis le fait d'avoir un lieu, c'est ce que tu disais, le fait d'avoir un seul lieu pour pouvoir tourner, ça permet, effectivement, les raccords d'un épisode à l'autre, etc., de pas s'embêter à devoir jongler avec plusieurs lieux de tournage pour avoir quelque chose de cohérent et d'être efficace aussi. Surtout que tu vois, pour Eden, quand tu tournes avec des gamins, surtout de cet âge-là, ce qu'il faut éviter, c'est qu'ils aient rien à faire. Parce que s'ils commencent à zoner autour, ça va être le bazar. Donc il faut que chaque jour, chacun ait un truc à faire. Et si tu les fais venir, il faut pas que tu les assoies sur un muret pendant la journée. Et du coup, je connais certains adultes avec qui c'est la même chose. Hein. Faut pas leur laisser ne rien faire. Je sais pas, les adultes, je peux pas te dire, c'est pas mon rayon. Et moi, tu vois, quand il fallait qu'on sorte les plans, c'était militaire. Hein. En fait, j'avais fait mon plan de tournage, je vous montrerai, j'en ai un morceau là. C'était chaque jour, on tournait dans un lieu et on tournait toutes les scènes qui se passaient dans ce lieu-là de la série le même jour. Et donc, du coup, ça pouvait être, tu vois, une journée, on allait faire tous les chants et le lendemain, on faisait tous les contre-chants. Comme ça, j'installais les lumières, les pieds de caméra, tout ça, et ça bougeait pas de la journée. Et on arrivait à sortir 50, 60 plans par jour quand on est là-haut. Ouais, et le plan de tournage, tu vois, ça donnait des trucs comme ça, quoi, des espèces de... Non, on ne voit rien, là. Si tu te rapproches un petit peu... Tu vois, avec chaque jour, les épisodes et les plans qu'on devait tourner, tu vois. D'accord. D'accord. Et ça, après, c'est les gamins qui scriptaient, qui clapaient et tout. Ça, c'est top. C'est très... très organisé. Avec les mômes, tu peux pas dire on y va comme ça, on verra bien. C'est pas possible. Autrement, ça part en cacahuète. Ouais. D'accord. Et du coup, vous êtes situé en Haute-Savoie, c'est ça ? En Savoie. Savoie tout court. Mélange pas. Haute-Savoie. Il y a des gens qui sont tatillons sur les deux. Hein. Mon épouse est haute-savoyarde. Faut surtout pas dire qu'elle vient de la Savoie. Et les autres personnes que je connaisse qui viennent de Haute-Savoie, si tu leur dis qu'ils sont juste savoyards... c'est pareil dans l'autre sens, voilà. En Savoie, ils roulent comme des fous. On est tranquille. On va lancer un débat sur le chat. Ouais. Y a-t-il des Haute-Savoyards dans le chat ? Non. Sylvain qui dit Savoie ou Savoie pas. Savoie pas. Il y a Vilper qui dit Paptat, il faut qu'on prenne exemple sur eux pour organiser nos tournages. Ouais. Ah ouais. Non mais c'est vrai que il faut tous qu'on prenne exemple.
Mais c'est vrai que c'est une super technique parce qu'au final, tu dis, t'as des lieux de tournage qui sont récurrents avec des scènes qui sont, surtout dans la série, qui sont voisines les unes des autres et quelque part les plans, dans un champ contre champ, il n'y a pas de raison de changer à chaque scène la façon dont il est fait. Donc une fois que t'as posé ton champ, tu fais tous tes champs qui se passent dans ce lieu-là, quelle que soit la scène et l'épisode. Il suffit juste de faire attention aux costumes, au maquillage. Voilà, ouais. Après, ça demande vraiment de la rigueur au niveau de l'installation. C'est parce qu'il faut pas, il faut avoir tout. Il faut avoir les accessoires, il faut avoir, comme tu disais, les raccords costumes, raccords maquillage. Bon, il y a des erreurs, hein. Mais bon, je disais que c'est pas. Des fois, j'aimerais, tu vois, qu'on soit un peu plus libre par moment. Après, moi, dans mon organisation, comme je suis quelqu'un d'hyper bordélique, si je me cadre pas, je sais que je vais partir dans tous les sens. Oui. Et avec les gamins, c'est un peu, tu es un peu obligé de le faire. Mais ça, c'est pareil pas forcément quand tu fais un film. Il y a un moment, il faut que les gosses aillent manger à midi. Tu peux pas leur dire, on va manger à 4h de l'après-midi ou tant pis, on fait autre chose et tout. Tu as des horaires un peu à respecter pour que ça tienne. Bon, là, j'ai Vanita qui s'occupe un peu de ça, qui fait la régie, qui s'occupe de tout ça, histoire que les gamins soient bien. Mais ouais, on est obligé de le cadrer. Après, je te cache pas qu'il y a des moments, j'aimerais bien revenir des fois à des projets où tu pars un petit peu comme ça à l'aventure avec la caméra et on tourne un peu quand ça vient. C'est deux façons de faire. Voilà. Les enfants avec qui tu travailles, ils vont grandir. Peut-être que quand ils seront un peu plus grands et matures, tu pourras revenir à ce type d'expérience avec eux. Ouais, On fait ce qu'on peut. Je sais pas trop où je m'étais arrêté. Hein. C'était. Oui, je parlais un peu des trucages, des choses comme ça, qui aussi demandent que les scènes, les plans, on les ait anticipés. Il n'y a pas beaucoup de place à l'anticipation à l'improvisation dans le tournage d'Éden. De toute façon, on est déjà assez emmerdé avec ce qui arrive, la pluie, les avions qui passent, des trucs comme ça, sans avoir besoin d'en rajouter. Oui, parce que du coup, vos effets spéciaux, tu les prévois à l'avance quand tu fais les plans. Ouais, mais tu sais, c'est école Super 8, on en parlait au début. Hein. Quand on faisait du Super 8, tu avais 30 mètres de bobine, tu pouvais pas te permettre de dire on va faire ça, puis on va faire ça, puis on verra bien. On l'a fait 4 fois, on fait 10 fois la prise. Fallait prévoir au maximum pour faire l'économie. Là, les effets, c'est pareil. Ouais. Ils sont anticipés. Et j'essaye d'avoir le moins de post-prod à faire. Après, oui, il peut y avoir un micro à cacher, des trucs comme ça. Enfin, ça arrive à tout le monde. Les 180 qui dis-moi. Mais c'est vrai que les effets, les anticiper, c'est super important. Hein. Tu te retrouves avec des problèmes. Oui, bien sûr. Disons qu'il faut avoir en tête au moins comment tu comptes les faire et comment ça va rendre, mais ça vient avec l'expérience. Parce que c'est sûr que si tu arrives sur le tournage comme ça, tu dis là on va se rajouter un truc et puis on verra en post-prod. Et qu'en fait en post-prod tu te rends compte que c'est la galère et que tu peux pas le faire quoi. Ça, le pire, c'est quand t'as des acteurs qui te disent c'est pas grave, tu vas arranger ça en post-prod. Non. On en récupère. Oui, on en récupère, c'est vrai. Ils te le disent ça, tes acteurs et actrices De quoi ? Tu pourras arranger ça en post-prod Non, pas trop. Ils sont plutôt plutôt sérieux. Tu vois, Lilou, quand la grande qui joue Nora, son obsession, c'est que la caméra soit droite. Donc, chaque fois, mais t'es sûr que t'es bien droit et tout, à chaque plan. Hein, t'es sûr que t'es droit, t'es sûr que c'est bien cadré, t'es sûr que c'est bien et tout. Après, il y a la deuxième obsession, c'est les boutons. Il faut qu'ils soient bien camouflés au maquillage, des trucs comme ça. Tu vois. Non, ils sont c'est bien. Ils développent des réflexes de cadreur et de maquilleur expert. Disons que j'essaye qu'ils tournent pas mal aussi sur les métiers, tu vois, qu'ils fassent un coup. Quand il y en a qui ont beaucoup de rôles comme acteurs, mais bon, de temps en temps, ils vont aller clapper, ils vont aller scripter un petit peu ou tenir un réflecteur, histoire que chacun aussi donne un coup de main dans la réalisation du film. Et c'est vrai que ça part un peu en cacahuète, mais c'est marrant et tout.
Mais je pense qu'un acteur, quand il s'est tenu un réflecteur pendant 1 heure, il sait que c'est emmerdant, et quand il joue la pièce, et quand il joue quand il joue la scène, il a pas envie non plus de perdre trop de temps. Alors, on a été coupé pendant ton discours un court instant, mais je pense qu'on a compris, on a compris l'idée, ce que tu voulais dire, donc c'est l'essentiel. Donc, quand on est arrivé sur la fin, on est pas mal. Ok, et du coup, moi j'avais une question, c'était sur la moyenne d'âge d'Eden. Ben, les jeunes, ils ont entre 10 et 17 ans. Après, il y a tous les adultes qui sont là autour, on les voit pas, mais t'as Vanita qui s'occupe de la régie, qui est indispensable au tournage, parce qu'elle va s'occuper de tout ce qui est gestion des gamins. C'est vrai que moi, je ne veux pas forcément penser à leur donner à boire, à leur donner une couverture, des trucs comme ça. Moi, je suis pris dans mon truc. Après, il y a tous les parents qui sont là pour faire les navettes, encadrer sur place, pour s'occuper de ceux qui ne tournent pas, ou des choses comme ça, quoi. C'est une grosse aventure, ça fait un peu mini-colo, quand on tourne. On arrive à se retrouver des fois à 20, 30 pour gérer tout le petit monde. Ouais, vous pouvez arriver à avoir des grosses équipes en fait. Ouais. Mais du coup, ça c'est intéressant, parce que c'est un peu la même chose même si on travaille avec des adultes, c'est vrai que la régie, moi j'avais tendance à zapper, c'est-à-dire que j'étais tout seul, il y avait personne pour gérer peut-être ce que faisaient les acteurs à côté, etc. Et en fait, on se rend compte très rapidement que on en a besoin, quoi. Si vous voulez lancer votre projet et que vous avez pas pensé à ça, ça peut vite devenir problématique, et je pense que c'est vraiment important. Ouais. Ça, je pense, oui, même avec des adultes. Avec les enfants, tu es obligé de le faire, parce que tu peux pas les rendre congelés ou sous anémie aux parents, c'est pas possible. Mais ouais, je pense que quand le réel il est dans son truc, il peut pas penser à ça. Ça, c'est vraiment le truc qui te dépasse. Se dire à un moment où est-ce que les gens vont épicer. C'est pas ton problème. Va où tu veux. Alors qu'en fait, il faut y penser, quoi. Tu vois, est-ce qu'il y a du papier toilette? Est-ce qu'il y a des conneries? Est-ce qu'il y a à boire? Est-ce qu'il y a des trucs chauds? Nous, on se caillait. C'est vrai que voilà, ils s'occupaient, qu'il y ait toujours que les gamins puissent prendre une tisane, qu'il y ait un peu de café, qu'il y ait des trucs à grignoter entre les prises, qu'ils puissent se laver les mains. C'est des trucs tout bêtes. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un petit confort sur le tournage qui fait que les gens ont envie. Qu'il y ait une bonne ambiance, ouais. Je sais qu'on avait installé une Wii dans une salle, histoire, tu vois, qu'ils puissent aller se détendre, utiliser du Wi-Fi pour aller sur leur téléphone et tout, quoi. Ouais, moi, je me souviens d'un tournage où on tournait en plein été, en plein soleil, et au bout d'1 heure ou 2, on était tous rouges et on était cramés, et les acteurs qui tournaient pas, ils en pouvaient plus. Et ça, c'est vrai qu'il faut y penser. Ah, mais ça arrive, ça. Il y avait une jeune fille qui nous avait donné un coup de main sur la première saison pour faire le cadre. Elle était toute mimi, elle s'était proposée et tout, dans les études de cinéma. On s'est passé une journée, mais moi, j'ai pas vérifié qu'elle mette un chapeau, tu sais, ou des choses comme ça, mais à la fin, elle était morte, elle n'est pas revenue le lendemain, elle était crevée, quoi. Bah oui, insolation, coup de soleil. C'est ça, moi, c'est quelque chose que j'ai pas vu. En plus, tu vois, c'était une adulte, je dis, c'est bon, elle se drive. J'aurais dû vérifier qu'elle avait un chapeau, quoi. Ouais, mais non, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un sur les tournages qui fait gaffe à tout ça, c'est mieux, quoi. Oui, surtout qu'en tant que réal, c'est pas notre premier souci. Le premier souci, c'est vraiment de faire l'image, de faire en sorte que le cadre soit bon, que les acteurs sont bien dirigés, que ta vision est respectée. Et on n'est jamais sur les mêmes temps. Toi, tu es dans le temps d'installation, les acteurs, ils sont dans le temps d'attente parce qu'en général, ils sont prêts avant toi. Quand tu finis, tu es en train de te demander où tu vas, comment tu ranges, où est-ce que tu déplaces ton matos et tout, alors que les gens qui ont fini de jouer, les trucs qui les intéressent, ça les bouffer, quoi. Tu vois, moi, j'ai toujours l'impression d'arriver à la bourre sur les instants conviviaux, quoi.
Bah, c'est-à-dire que oui, en tant que réal, enfin, je sais pas toi, mais moi, par exemple, c'est souvent que je me sacrifie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ben, je sais qu'on est en retard, et ben, je préfère enchaîner plutôt que de partir aller manger et faire autre chose. Je sais pas si toi, t'es dans cette optique-là, tu dis que t'es en décalage avec les autres, peut-être que justement, quand les autres, ils se disent, bon, bah voilà, c'est l'heure de la pause, on va bouffer, toi, t'es en mode, non, moi, je veux continuer, je suis dedans. Tu vois, tu dis, non, mais c'est pas grave, fais-les manger, tu m'envoies les suivants, des choses comme ça, ouais. Puis tu culpabilises, parce que avec les enfants, quand tu... bon, je me rappelle, là, sur la saison 2, il y a une scène où on a vraiment pris du retard. On s'est retrouvé à 2h30, on n'avait pas fini. Les deux, c'est dans la scène finale, là, avec Lilou et Lisa dans la saison 2. À un moment, j'étais mal, quoi. Je sentais que les gamines avaient faim, elles en avaient marre. Moi, j'avais le lieu de tournage, je l'avais juste la matinée. On a pris un retard de fou. Je leur ai payé un McDo, j'avais honte, quoi, tu vois. Mais après, c'est vrai, ce qu'il faut bien comprendre. Alors, avec les enfants, je suppose que c'est plus facile parce que de penser comme ça, mais c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance en tant que réalisateur à se dire, bah, nous, on s'investit, on prend pas de pause, etc. Et de dire, bah, tout le monde doit faire pareil, alors qu'en fait, c'est jamais comme ça. C'est-à-dire que forcément, le réalisateur, c'est son projet, il va être plus investi que d'autres à côté. On a toujours envie que l'équipe soit autant investie que nous. Et ça, il faut accepter que c'est pas forcément possible. Tu peux avoir 3-4 personnes qui vont être hyper motivées, mais tu peux pas. Moi, tu vois, j'avais tendance un peu des fois aux gamins à dire ouais, mais fais de la pub autour de nous, fais de la pub pour la série. Pourquoi tu partages pas ça? Parce que moi, j'étais à fond dedans, et puis eux, c'est vrai qu'une fois que le tournage est terminé, ils sont passés à autre chose. Ils se rendent pas compte que toi, tu es toujours dedans, quoi. Oui, c'est ça. Il faut l'accepter. Il faut. Et puis, il y en a qui n'ont pas envie de partager, hein, ils participent, et puis après, ils sont contents d'avoir fait leur petite part. C'est ça. Pour toi, c'est hyper important. Puis pour eux, finalement, l'important, c'était de le tourner, pas tant de le diffuser. Et surtout avec les jeunes. Et tu peux pas leur reprocher, parce que c'est vrai, je veux dire, eux, l'expérience de tournage, ils parlent que de ça. Quand ils se revoient, tu te rappelles, on a fait ça. À la rigueur, le truc, il est fait, quoi. Bon, voilà. L'aboutissement, c'est pas les mêmes motivations. Mais c'est pas grave. Après, une fois que tu arrives à l'accepter, c'est mieux. Les premiers temps, j'avais un peu de mal. Mais là, pour la saison 2, c'est bon, ça va. Oui, c'est une habitude qu'il faut prendre. Il y a Lounelf qui dit quelque chose, qui raconte une anecdote là, et qui dit surtout, pour le maquillage, ça dépend de la peau du comédien. Certaines personnes peuvent faire des réactions allergiques en fonction du maquillage utilisé, donc oui, faites attention à ça. C'est pour ça. Elle disait qu'elle s'était occupée de la régie et qu'elle a l'habitude de prévoir le planning en fonction des scènes, de maquiller les comédiens de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'attente avant de jouer, et de penser à démaquillant et parapluie. Ouais, c'est ça. Et ça, tu vois, ça c'est Vanita, donc c'est mon épouse qui s'en occupe. Tu vois, comme quoi, chacun son... c'est un peu... Les indiennes. Ouais, c'est ça. Et ton épouse est indienne, hein, c'est bien ça. Ouais, bah voilà, toutes les deux, ouais. Et ce qu'on va dire, punaise, régie. Mais le cinéma en Inde, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça fait pas elles nous font pas enfin, moi, elle me fait pas du Bollywood pour autant. Ah, mais j'aime bien, moi, les Bollywood. Moi aussi, bien. Bon, pas tous, mais il y a vraiment des trucs bons. Bref, on part à côté, là. Le maquillage, et nous, ce qu'on leur demandait, c'est qu'ils viennent avec ils faisaient chez eux tout ce qui était nettoyage de peau et fond de teint. Et on mettait juste la dernière couche, histoire qu'ils aient leurs produits à eux. Et nous, on mettait juste alors, je sais plus ce qu'elle mettait. Elle mettait de la poudre HD pour pas que ça brille, des choses comme ça. D'accord. Mais c'est vrai que il y a des mondes qui le supportent moins bien que d'autres. Hein. Il y a des personnes qui supportent moins bien que d'autres le maquillage. Surtout qu'en général, tu essaies de faire un peu des économies sur le maquillage. Et si tu fais des économies, tu achètes des trucs qui sont pas forcément très bons. Donc, elle a raison, il faut faire gaffe au maquillage. Ouais, mais surtout qu'il n'y a pas tout le monde qui réagit de la même manière et qui n'a pas la même sensibilité au niveau de la peau. Et c'est vrai que souvent sur les maquillages bas de gamme, ils ont tendance à plus agresser les peaux sensibles que les maquillages haut de gamme. Et c'est vrai que quand on veut faire des économies, en particulier là-dessus, les gens qui ont les peaux fragiles, vaut mieux éviter, ou alors qu'ils viennent avec leur propre maquillage qui correspondent à leur utilisation habituelle. Quoi. Nous, on maquille les ados parce que de toute façon, ils le demandent à cause des petits boutons, des trucs comme ça. Pour les enfants, on fait vraiment
très très léger, juste histoire que ça brille pas. Ou même, s'il n'y a pas de problème avec l'éclairage, on maquille pas. D'accord. Au niveau du choix des lieux de tournage, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait des repérages avant Excuse-moi, j'étais en train de lire pardon. qui disait « J'aime la régie, c'est une passion ». Punaise, c'est bien d'aimer ça, c'est cool. Oui, il n'y en a pas beaucoup, c'est rare. Faut les garder précieusement, les gens comme ça. Donc, ouais, le repérage, le repérage, tu fais des kilomètres. Hein. Nous, on a eu la chance d'avoir ce fort qui quand même fait à peu près une bonne moitié des plans de la série. Le reste, c'est un petit peu un petit bonheur la chance. Pas mal de Google Street, tu vois, pour essayer de trouver des endroits dans le coin qui pourraient correspondre. Et puis, tu fais un vrai travail d'investigation, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça prend du temps. Hein. Et puis essayer d'imaginer, en plus nous, tu vois, comme on essaye d'être un peu dans la SF, imaginer comment on pourra transformer les lieux de tournage, notamment, tu vois, pour la barrière. On a tourné en fait sous un espèce de tunnel sous une autoroute, sous un échangeur. Donc tu vois, après, ça voulait dire qu'une fois qu'on était là-bas, par contre, le son t'oublie, quoi. Parce que t'as des camions dessus. Oui. Mais on avait le visuel, on avait ce tunnel tout droit, et avec la butée, et du coup, rajouter la barrière au-dessus, c'était super facile. Et t'écris ton scénario en fonction des décors, enfin, est-ce que tu les as en amont ou est-ce que tu fais la recherche des décors en fonction de ce que tu as écrit dans le scénario? Alors avant, je faisais en fonction des décors que j'avais. Puis je me suis dit non, t'arrêtes maintenant. Tu écris ce que tu as envie d'écrire et puis tu trouveras ce qu'il faut pour le faire. Et du coup, c'est mieux maintenant? Je sais pas, après c'est... Non, mais c'est toi en tant que... personnellement, est-ce que tu t'y retrouves? Je peux pas me brimer dans l'écriture. L'écriture, si tu commences à écrire ton truc en te disant on pourra pas le faire, moi à mon avis tu te fermes des portes. Il vaut mieux écrire l'histoire dont tu rêves comme tu as envie qu'elle soit, et après au pire on adapte au décor. Tu vois, c'est pas, pour moi c'est pas bien d'enlever une idée en se disant non mais ça on n'y arrivera jamais. Tu vois. Autrement, le scénario d'Eden, je ne l'aurais jamais écrit. Parce que le lieu de tournage, je te garantis qu'avant qu'on trouve le fort, j'ai cherché des morceaux de villages abandonnés, des endroits beaucoup plus urbains au début. Et puis il y a eu ça, et puis on a dit, ça va le faire ici. Et après, j'ai réajusté le scénario en fonction de l'endroit. Mais c'est vrai qu'il y a une autre école, hein. Il y en a certains qui disent pensez quand même à un moment donné à ce que vous pouvez vous faire ou pas et commencez pas à partir dans des trucs trop ambitieux, etc. Je sais. Après ça, moi je suis un petit peu d'accord hein, pour dire qu'il vaut mieux écrire et voir après ce qu'on peut faire. Après il y en a qui disent que voilà, le fait de se limiter dès le début, ça permet de travailler avec des contraintes et d'inspirer. Et il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, c'est intéressant d'essayer de montrer des choses qu'on a prévues dans le scénario d'une manière différente parce que on se rend compte après que ça va être trop compliqué. Donc, je pense qu'il y a les deux manières de travailler. Ouais, après je crois aussi que ça dépend aussi de ce que tu as envie de faire au fond. Tu vois, se mettre des contraintes, c'est bien si tu as envie de faire un film. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est raconter une histoire. Tu vois, et je pense que c'est là où c'est différent. La contrainte, quand tu fais un 48 heures, on te dit il faut placer telle réplique, tel objet et tout, c'est hyper stimulant pour faire un film. Après, finalement, le film que tu fais, il a de sens que la contrainte que tu avais au départ. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, sans la contrainte, il n'a pas forcément un intérêt. Moi, j'aime raconter les histoires, tu vois. J'aime raconter des contes aux gosses. J'aime leur faire écrire des histoires. J'aime lire des trucs sympas. J'aime les histoires. Et quand j'écris, je me dis, vas-y, tu racontes ton histoire et on verra bien comment on la mettra en image. Et quitte à faire les concessions qu'on a fait, tu vois, par exemple, dans les effets spéciaux, on n'a pas
du CGI très performant. On voit bien que c'est de la 3D, c'est presque un peu dessin animé. Et je me dis, c'est pas grave, du moment où tu as une cohérence visuelle sur l'effet et que l'histoire, elle tient, a priori, l'effet, il passera parce qu'il est intégré dans l'histoire. Après, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des trucs très réalistes qui côtoient des choses qui ne le sont absolument pas. Et du moment où tu as une cohérence visuelle par rapport à tes effets, même si ils sont un peu... ils sont pas forcément extraordinaires, si l'histoire est là, je me dis ça passera. Bon, après, voilà. Bah, ça passe dans Eden, en tout cas. Ben, écoute, c'est sympa. Il y a Olaf Studio, donc, qui a déjà réalisé deux web-séries, et puis des courts-métrages, des petits films, etc., qui dit « Voir trop grand, c'est un pas vers un risque d'échec et donc de démotivation ». Il a raison. Il a raison. Après, c'est pas mon premier essai, Eden. J'ai fait pas mal de trucs avant. Et là, je me suis, on va dire, j'ai essayé de mettre les moyens pour réaliser ce que j'avais en tête. Donc, l'expérience, la préparation, le fait aussi que financièrement, on avait quand même quelques sous, fait que on arrive à le mener à bien. Je ne suis pas non plus parti en me disant on va tourner une apocalypse, des choses comme ça. Il y a des choses qu'on a enlevées dans la saison 2. Je voulais qu'on montre des scènes de guerre qui se passaient dans les 3 ans qui séparent la saison 1 et la saison 2. On les a écrites, elles sont là, on les a pas tournées, mais bon, voilà, on a fait autrement. Mais j'avais quand même écrit les scènes. Et ça m'a pas frustré de pas pouvoir les faire. Ça m'aurait embêté de pas les écrire, tu vois. Oui, c'est ça, en fait, il faut voir ça comme ça, et c'est vrai qu'au début, on peut avoir une petite déception en se disant « Ah, j'ai écrit ça, et il va falloir que je m'adapte », et en fait, ce qu'il faut comprendre, après, on prend l'habitude, mais c'est vrai qu'il faut comprendre qu'il y a toujours une version, on a écrit, une version où on va corriger, et une version qu'on va tourner, et après, il y a une dernière version qui va être le montage, de toute façon, encore être différente. Tu es toujours déçu au début de ce que tu vois. C'est jamais ce que tu avais imaginé. Enfin, je sais pas comment c'est pour vous, mais bon, il y a des moments... ça dépend des films. Ouais. Non, mais tu vois, sur une journée, tu as des plans, tu dis, waouh, ça c'était vraiment ce que j'avais en tête. Et puis il y a des moments, tu regardes ton rush, tu te dis, ah, c'est pas cadré exactement comme j'aurais voulu, on aurait mieux fait de faire comme ça et tout. Il y a toujours des petits regrets, tu vois. Mais et puis il y a des trucs qui sont mieux. Voilà, tu vois, ça dépend des journées. Des fois, les mots, moi, des moments, ils m'ont surpris. Tu vois, je suis en train de faire des petites analyses sur les épisodes de la saison 1. Et je me rappelle la petite Julie qui jouait Lucie. Elle nous avait fait une prise, mais c'était vraiment formidable ce qu'elle avait fait dans l'épisode 4. C'était une gamine, je pensais pas qu'elle pourrait jouer comme ça. Elle nous a vraiment fait un truc, tu vois, j'espérais même pas ça. Puis des fois, tu as des effets, sur le papier, tu te dis ça va être bien, puis quand tu vois, tu te dis, ah, c'est comme ça, c'est la création. On s'adapte du coup. Ouais. Et du coup, Salut Game Age 69. Ah oui, il va manger Game Age 69. Mais il faut aller voir la série après, hein. Il faut faire un peu des vues. Du coup, enchaînons justement sur la question suivante en parlant des vues. Donc du coup, t'as choisi de diffuser Eden sur YouTube. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? De toute façon, on a des épisodes qui prennent de la place au niveau taille, donc Vimeo en mode gratuit, t'oublies. Qu'est-ce qui reste pour montrer ce qu'on fait? Il reste Dailymotion, YouTube, Facebook. Bon, on s'est dit que YouTube, ça serait le plus simple. Voilà. De toute façon, la visibilité qu'on a sur YouTube, on l'aurait pas ailleurs, même si elle est minime. Après, voilà. Oui, actuellement. Voilà, ce que vous essayez de faire, ça peut être aussi une alternative.
Mais en attendant, c'est compliqué parce que quand tu vois que même dans l'environnement proche, tu as du mal à faire diffuser ce que tu crées, tu vois, je me disais, les communes, les MJC du coin, c'est des gosses du coin, ils vont partager, mais même pas tant que ça. Après, la visibilité YouTube, on a à peu près 1000 personnes qui ont suivi, 1200 personnes qui ont suivi la première saison. Moi, je regarde surtout combien on est à la fin, parce qu'au début, ça compte pas vraiment. Oui. Là, on a 200 personnes qui ont suivi la saison 2 pour le moment, puis ça va monter, on espère. Bon, après, si tu ramènes ça à un cinéma, c'est pas mal. C'est tout. Nous, on a fait des projections vidéo, des projections ciné avec un beau DCP dans des endroits où on n'avait pas enfin, il n'y avait pas spécialement de lien avec les acteurs. C'est sûr, quand on va faire une projection dans le village d'à côté où ils sont tous au collège, on remplit la salle. On a fait une projection à 40 km dans un endroit où on ne connaissait pas. Il y avait 2 personnes. Bon, on a regardé notre création au cinéma. C'était cool. Mais c'est dur d'intéresser les gens à ça. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre, tu vois. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que les gens sont pas curieux. Ils n'ont pas forcément envie d'aller voir du côté. Il y a ça et il y a la difficulté d'y trouver aussi. Il y a la difficulté de les trouver. Ouais. De les trouver, faut savoir aussi, parce que nous on a regardé un petit peu du coup au niveau des statistiques, etc. Il y a toujours un engouement au début, comme tu disais, quand tu regardes le nombre de vues au début, tu vas faire 1000 et tu le divises par 3 au bout de 2 épisodes. Ouais, c'est ça. Et 3, c'est une moyenne que j'ai retrouvée un peu partout quand j'ai fait mes recherches. C'est ça. Tu divises par 3, mais après, en fait, quand on diffuse des créations comme ça originales sur YouTube, faut juste comprendre qu'en fait, c'est pas YouTube qui va créer de la visibilité. C'est toi qui dois faire ta com et qui dois aller chercher les gens pour les faire venir sur ta chaîne. Et YouTube ne va pas diffuser ton contenu. Et ça, il faut l'accepter en fait pour le moment. Ouais, YouTube te fait miroiter aussi. Tu vois, est-ce que tu veux faire de la création ou est-ce que tu veux seulement être populaire, quoi. Et c'est vrai que quand tu vois des chaînes avec 40 000, 50 000, 100 000 abonnés... Et encore, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup. Non, mais tu vois... à l'échelle de YouTube, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Après, t'es pas obligé de faire de la création pour faire de la vue sur YouTube. Moi, j'ai fait des petites leçons d'orthographe sur une autre chaîne. Là, ça me prend 1 heure pour tourner un truc, et là, tout de suite, tu la mets, t'as 20 000 vues, quoi. Mais bon, pas pour la création, la création artistique, on va dire. Bon. Ouais, mais c'est parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser en fait ce moyen de diffusion en tout cas pas pour regarder de la fiction. Ils utilisent principalement pour voir ce qu'on appelle les youtubeurs, des gens qui font du talk show et des jeux sur internet. C'est surprenant, tu vois, à mon âge, suivre quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, c'est un truc que je trouve assez lunaire, quoi. Oui. Après, moi, je peux pas critiquer parce que je regarde de temps en temps quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Je dis pas que je fais beaucoup, mais un peu, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Ouais. Après, il y a les tutos, tous les trucs comme ça qui fonctionnent bien. Ouais. Et bon. Mais bon, ça reste quand même. C'est toujours. Moi, je remets ça, tu vois, par rapport au début, quand j'avais l'âge de ceux qui font de la création maintenant. Malgré tout, sur YouTube, si tu peux quand même montrer ce que tu fais. Oui. Alors que quand tu étais en Super 8 ou en VHS, c'était compliqué de trouver, de pouvoir diffuser ce que tu faisais. Ça restait ultra limité. Donc c'est toujours mieux que rien. Et ça mériterait d'être plus mis en valeur. Après, je comprends que la plateforme, c'est pas son but aussi. Ils sont contents qu'il y ait du contenu comme ça, mais on n'est pas... au niveau économique, on n'est pas des acteurs très importants. Oui, moi je pense surtout que si ce type de contenu disparaissait de leur plateforme, ils s'en rendraient même pas compte. Voilà, non, mais tout à fait. Mais bon, après, il faut reconnaître qu'ils ont une qualité, c'est de bonne qualité ce
ce que tu arrives à mettre en ligne, c'est propre, ça respecte quand même bien ton encodage, tout ça. C'est plutôt, moi je trouve ça plutôt bien. Voilà. Je propose du coup qu'on regarde le premier film que vous avez fait avec Minofilm, du coup, puisqu'on pourra pas voir ton premier film en Super 8. Non, je peux te le montrer comme ça, regarde. Tu vois, il est là, mais on va avoir du mal à le passer. Là, je l'ai quand même. Hein. Ça a été Les Rebelles, ça s'appelle, mon Dieu. En plus, il y a du... Putain, vas-y, là, je suis grave hypé. Guillaume, tu veux le voir aussi? Ouais, on veut le voir. Il faut le numériser et puis tu reviendras juste pour ça. Mais tu vois, je reviens juste sur YouTube avant que tu passes le truc. En France, je pense aussi que dès qu'on commence à faire de la fiction, de la SF, eh ben, le public n'est pas là non plus. Tu vois, c'est marrant. Moi, c'est un truc. Des fois, on a des retours du Canada ou des USA sur des trucs qu'on fait nous. Tu vois, où tu sens que les gens, ils ont été curieux d'aller voir ce qui se faisait tu mets short movie ou un truc comme ça. Et en France, enfin voilà, si tu fais une web série, il faut que ça soit zombie et trucs rigolos. Si tu es avec des gamins, il faut que tu parles de l'environnement, du harcèlement les cases. Ouais, et c'est super difficile de dire bah non, nous c'est avec des gamins, mais c'est de la SF. Et ouais, quoi, non, ça m'intéresse pas. Bah, déjà, rien que de dire SF, t'es déjà une particularité dans le paysage audiovisuel français, tu vois. Ouais. Et ce qui est dommage, tu vois, ce qui est dommage, avec les gamins, on s'est fait en famille la dernière vie de Simon. C'est super comme production, ça fait du bien de voir des trucs comme ça qui sont faits en France. Et ça n'a pas d'audience, quoi. C'est passé complètement sous les radars, ce film. Alors que ça aurait mérité vachement plus d'intérêt, quoi. Plutôt que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 2 ou du boss ou je ne sais pas. C'est comme ça. Voilà, après on en revient à l'éternelle discussion. Hein. Le CNC donne de l'argent à ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas besoin. Ce qui rapporte en gros. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est un bon système. Je pense que le public français. C'est un bon système à la base, mais le problème c'est qu'il est mal pensé et mal réparti. Ouais. Et il donne toujours au Après, même. est-ce que c'est pas aussi, comme disait Jean-Jacques, est-ce que c'est pas aussi un problème d'audience? Est-ce que le public aussi en fait, j'ai l'impression qu'on se concentre sur beaucoup de choses en France et on zappe certaines créations. Mais il y a des films français qui ont été faits, qui sont très bien, et qui par contre ont fait un flop une fois sortis en salle. Hein. Ouais, chaque fois qu'il y a quand même des essais, les films ils se font démolir. Hein. Et pourtant, tu regardes, ils sont pas. Alors peut-être qu'ils sont pas exceptionnels, j'en sais rien, mais moi, tu vois, j'avais vu Brume, dans la brume, c'était correct. Moi, j'avais vu Seul aussi, que j'avais trouvé que l'adaptation, elle était pas mal. Le truc s'est fait descendre. Mais quand tu vois des adaptations américaines de bandes dessinées américaines, le truc, elle n'est pas à rougir, quoi. Mais bon, voilà. Alors, dans un autre genre, il y avait eu, c'était Valérian par Besson qui avait cartonné, qui avait fait des chiffres honorables, etc. En France, qui avait fait un flop, tout à fait, un flop assez monumental. En même temps, c'était pas ouf. Hein. Ouais, ça, j'ai eu plus de mal. Pour moi, c'est trop. J'ai vu, mais moi. Ouais, mais quand on est exigeant... mais après... Valérian, il y a un moment, moi, il y avait trop de trucs. J'étais noyé dans le bazar. Oui. C'était... Bon, ouais, comme ça. Du coup, premier film de... J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées et qu'il aurait fallu encourager cette idée. Vas-y. Premier film de Kazoo. Ouais, de Kazoo, de Minofilm, donc il s'appelle Kazoo, donc il date de 2015, donc au final qui est pas si vieux hein, par rapport à Eden. Alors ouais, par rapport aux enfants, si, parce que du coup les jeunes qui sont dedans là, ils ont 11 ans, elles ont 11 ans, et les filles là, et elles ont 11-12 ans, et elles ont 17 maintenant. Donc pour nous c'est pas beaucoup, mais pour elles c'est énorme. Quand elle revoit ça, elle se cache sous la table. Eh ben allez, c'est parti. Elles vont se cacher sous la table. Elles sont là. On nous entend pendant la diffusion ou pas? Ouais. Ça, on avait tourné C'était du NTC, c'était une caméra NTC en SD.
NTSC, c'est pas très français ça comme nom. Non, c'était une caméra américaine. J'adorais cette caméra, c'était une Panasonic AG60. Ah oui, je vois. J'ai trouvé super. Je la connais. Elle était super cette caméra. J'en ai jamais vu des. Enfin, j'adorais cette caméra. Accepté. Et la musique, c'est pas Combien nous qui l'a fait là. C'était un Localisation. compositeur qu'on a trouvé sur Jamendo qui on avait demandé l'autorisation d'utiliser ce. Qui est sur le coup? Parce que là, pour la musique, Ok, pour c'est Eden bon pour par nous. exemple, vous faites. Ouais, c'est toi qui Oui. compose, ouais. On a un caso à 15 minutes. Ouais, Combien? 10 000. Bon plan, je me connecte. C'est parti, ma belle. Là, Lilou, elle avait. Ouais, ça, c'est Mac qui voit comme ça. Traverse la place Mais on reconnaît quand Mange même le les grillage similitudes jusqu'au parc. Je vais Ouais, prendre un ouais. raccourci. dans les, Mais en route, un peu dans tout les le beau costumes, les maquillages. Mais souviens-toi qu'après, Mais t'auras d'ailleurs, ils presque sont plus liés. de la hein, même ambiance, quoi. Eden est lié à Caso. Il y a plein de trucs qui reviennent. Le téléphone, le petit logo. Fais gaffe à tes yeux. Si t'es police, on avait tout mis à la fois. C'était un jeu en fait, c'est un peu Pokémon Go. Ouais. C'était fou. Ah, j'aime pas, on fait beaucoup. Ça, c'est pas fait au même endroit, c'était une autre grille que j'avais très découpée. J'étais allé acheter le même morceau de grille qu'il y avait à côté, on l'avait tué en une semaine. Et là, on tenait la grille très cassée. Attends, il a repéré les autres. Il change de Ça direction. correspond pas du Il tout fait demi-tour. du code. Va te Mais planquer. c'est pas grave, Il peut ça plus passe. nous échapper. Et là, c'était bien parce qu'on avait fait tourner dans un parc de jeux. Comme c'était un jeu, j'ai dit tiens, on va aller tourner à la scène dans un parc de jeux. Du coup, qu'est-ce que ça t'évoque de revoir tout ça maintenant? C'est que des bons Après souvenirs. Eden. C'est des bons souvenirs parce que c'était vraiment les premiers pas avec cette bande de mômes que j'avais eu en classe. Et là, il devait être en 6e, 5e, on avait tourné ça pendant l'été. Et tu vois, la petite qui joue Lilou, Oui. donc j'avais joué dans un film scolaire et elle avait été, je me dis punaise, elle joue vraiment bien. Et c'est dommage que ça s'arrête comme ça. Et du coup, c'est un peu elle qui m'a forcé tu vois, à me remettre à la caméra et faire des films hors de l'école. Mais ouais, c'est des bons souvenirs, c'était vraiment une super expérience. On l'a écrit, celui-ci, pour le coup, il a été beaucoup moins préparé. J'ai dû écrire le scénario au début du mois de juillet. On a tourné ça une semaine, on l'a fait en une semaine, et il était prêt à la fin de l'été. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, merci Jean-Jacques pour tout ça. Si tu as des questions, Guillaume, peut-être du chat. Avant qu'on passe à la J'ai suite. eu un gros bug, ce qui fait que j'ai eu un gros moment de vide sur le chat. Mais j'avais plus accès à rien. Non, moi j'avais posé les questions que j'avais à poser. Là, le chat. Alors, j'ai pas suivi la discussion. Je débarque, je reviens sur le chat et j'ai Sylvain, enfin Inpool qui a dit ne pas mettre les lasers dans les yeux des policiers. Ouais. Pourquoi pas? Mais a priori, c'était Ouais, parce c'est qu'on normal, parlait on est- d'autres films de SF français. Ouais. Arès, Dans la brume, etc.